Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La femme que vous êtes ne s'en est jamais laissée compter. La romancière que vous demeurez a consacré plus de 1001 nuits à écrire des romans, dont le dernier résume justement cette force de travail. Bonjour Irène Frein. Bonjour Jacques Pessis. Alors on se retrouve pour un livre, L'or de la nuit, qu'on va évoquer, le grand roman des 1001 nuits qui sort chez Julliard. Mais vous savez que le principe des clés d'une vie, c'est aussi de parler de votre parcours, bien au-delà de 1001 nuits, votre parcours tout au long de votre vie de romancière et pas seulement. Donc ce sont des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 14 décembre 1979, votre première télé régionale, la télé Pays de la Loire. Vous présentez un livre qui s'appelle « Quand les Bretons peuplaient les mers » sous le nom de Irène Frein-Le-Poon. Vous en souvenez ? Non. C'est une télé, c'est votre première télé, oui, et vous évoquez ce roman, ce livre, Quand les Bretons peuplaient les mers, qui a été un livre important pour vous. Ah oui, je me souviens très bien de ce livre. En fait, à l'époque, j'étais prof assistante en Sorbonne de latin. Je préparais une thèse sur le vocabulaire latin du temps chez les poètes du 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez à quoi vous avez échappé. Et là, un historien, Pierre Miquel, qui a fondé une collection d'histoire régionale qui commence par Caen. Alors, il y avait quand les Anglais vendangeaient l'Aquitaine, par exemple, me confie quand les Bretons peuplaient les mers. Et moi, je lui dis, mais attendez, moi, je suis bretonne, oui. Il me dit, c'est pour ça que je vous appelle. Ok, très bien, mais c'est vaste, l'histoire de la Bretagne. Il me dit, écoutez, sur les oubliés de l'histoire bretonne, ceux dont on ne parle jamais, les pauvres, les sans-grades. Alors là, j'ai dit oui. Et j'ai tout lâché de ma thèse. Mais alors, comment vous avez repéré Pierre Miquel ? Il m'avait repéré parce que j'étais la prof de son fils, qui était particulièrement, comment dire, peut-être pas turbulent, mais un peu perdu, je dirais. Oui. Et il était venu me voir et j'avais été cash avec lui. J'ai toujours été cash dans ma vie. Je lui avais ciblé les problèmes de son fils et je crois même qu'il m'avait demandé de mettre ça par écrit. Je l'avais fait et il avait été sans doute impressionné par mon écriture et aussi par les cours de français que je donnais à son fils. Mais vous ne pensiez pas devenir romancière à l'époque, Irène Frein ? Non, pour moi, les écrivains, c'était des gens inaccessibles. Ils étaient déjà inaccessibles du temps où j'étais petite et où je voyais les livres, les prix littéraires, par exemple, que rapportait ma sœur Denise, ma sœur aînée, dans notre tout petit milieu. On était très, très pauvres. Et moi, j'étais attirée par l'école. Je travaillais bien à l'école. Je savais que c'était un passeport pour m'en sortir. Mais les écrivains, d'abord, à l'époque, on les voyait pas. Il n'y avait pas la télé, on les entendait peu à la radio ou alors dans des émissions pendant lesquelles moi j'étais à l'école où je dormais, et c'était Paris et c'était presque des gens qui n'avaient pas de consistance et un peu comme des demi-dieux, mais qui parlaient depuis un monde extrêmement lointain et il fallait surtout s'incliner devant eux. Oui, en même temps, les livres, ça vous attirait. Les livres, ça m'attirait parce que mon père considérait que c'était le passeport pour se sortir d'une vie de pauvre, en fait. Et lui, il s'était sorti pendant... quand il avait été gardien de vache, hein, donc quand il était parti à Lorient, qu'il avait, comme il m'avait dit, réappris le français qu'il avait désappris quand on l'avait sorti de l'école. Alors ça, c'est à 11 ans, quoi. Mais sa mère n'avait pas d'argent pour écouter l'instituteur qui voulait qu'il passe au collège. Et il ne parlait plus que breton quand il était arrivé sur la côte de Lorient, qui est une ville francophone. Et à ce moment-là, avec l'argent de ma première paye, me dit-il, je m'étais acheté une grammaire française. Et le reste, je l'ai appris en écoutant les gens. Et en fait, la langue française, pour lui, c'était la langue qui cachait qu'on était pauvre. Vous voyez, la langue de la dignité, qui permettait de dire, en fait, je suis peut-être pauvre, mais je me tiens, vous voyez. Et donc, il achetait des livres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il a été prisonnier, la première chose qu'il a demandé à ma mère, qu'il avait épousée
très jeune d'ailleurs, c'est de lui envoyer des livres. Et il a lu de la littérature assez élaborée, hein, lui qui n'avait que son certif. Il a lu Chateaubriand, il a lu bien sûr Victor Hugo, il a lu du Verlaine, et j'ai retrouvé ses livres plus tard. Et au grenier étaient entreposés les livres, et donc je fouinais. Et puis je lisais aussi ce que j'appelais les livres de Denise, qui étaient entreposés dans le cosy. Vous savez, c'était des meubles de l'époque où un rayonnage qui encerclait presque le lit où on couchait. Et dès qu'elle n'était pas là, je couchais dans son lit. Et je regardais les livres, et comme elle était très douée, elle avait fait des études poussées, elle était professeure... déjà capétien, vous voyez, c'est juste votre sœur, ma sœur aînée. Je me souviens, elle avait des Pléiades. Un jour, j'ai ouvert Proust à cause du titre, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que je comprenais pas. J'ai lu les premières lignes de La recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. J'ai continué hardiment, en peinant quand même. Et puis là, je me suis dit, je ne serai jamais Denise. Mais je savais que je devais avoir des diplômes pour m'en sortir. Et alors, résultat, vous avez des diplômes, vous êtes assistante et vous vous plongez dans l'écriture. Et là, ça a été la première fois où vous avez mené une enquête presque journalistique et d'historienne pour ce premier livre, Irène Frass. Oui, parce que j'ai beau avoir eu une formation universitaire, moi j'ai écouté beaucoup d'histoires, de contes. Quand j'étais petite, dans la Bretagne des années 50 et 60, était une Bretagne encore narrative, encore traditionnelle. Ma grand-mère, mes grands-tantes portaient des coiffes, si vous voulez. Et donc, on racontait beaucoup d'histoires avec, vous savez, l'encou, etc. Et moi, j'étais attentive, très attentive aux gens, mais aussi aux lieux. Donc, quand j'ai écrit... Quand les Bretons peuplaient les mers, il y avait beaucoup qui étaient allés à l'île Maurice et à la Réunion. Avec les quelques sous que j'avais d'économie, je suis allée à l'île Maurice pour voir les tombes de ces gens, leurs plantations. Et ensuite, quand j'ai écrit le Nabab, je suis allée en Inde, mais avec mes 3 sous. Mais parce que je trouve qu'on comprend vraiment les gens quand s'entend les lieux. Les odeurs, les sensations physiques. Et je crois que en fait, je suis une universitaire, mais dans le fond, je suis surtout quelqu'un qui a envie de raconter. Et on raconte à travers son système émotionnel. Et quand on se déplace, le système émotionnel intuitif, comme ça, il est à l'affût complètement des parfums, des couleurs, on comprend les gens par les lieux. Mais Balzac le disait déjà, et Simenon aussi. Voilà. En même temps, ce livre, ça a été un gros travail parce qu'il y avait des gens totalement oubliés. Jacques Cartier, par exemple. Oui, par exemple. On ne sait rien de sa naissance. On ne sait pas grand-chose de lui et on ne sait presque rien de l'Amérique du Nord et de l'époque. Oui, Jacques Cartier, ce qui était passionnant, c'est que c'est l'histoire d'une illusion. Il veut chercher la Chine... tel qu'on l'imaginait à l'époque, avec des pierreries et des fleurs fabuleuses. Alors, il se dit qu'en allant vers l'ouest, il va finir par trouver l'est, ce qui est très juste d'ailleurs. Mais il s'embarque, il découvre le Saint-Laurent et il veut toujours trouver ces pierreries. En fait, il va ramasser du cristal de roche qu'il va rapporter au roi de France. Et là, on va lui dire non, c'est pas des diamants. Et là, il va être discrédité. C'est très romanesque. L'histoire de Cartier, c'est vraiment... ça aurait pu être écrit par Balzac dans Les Illusions perdues. Alors, il se trouve aussi que ce qui a compté pour vous dans votre enfance, Irène Frass, sont les livres, mais aussi les chants bretons. Un chant traditionnel breton, vous les connaissez à peu près tous, je crois. Je pourrais chanter, oui, ça. C'est vrai que ces chants traditionnels, au départ, c'était des feuilles volantes qu'on distribuait avec les paroles de ces chansons, et des associations les ont maintenues en vie au fil des décennies. Oui, et puis des gens comme Bernard Brass et Alan Stivell, qui est l'un de mes meilleurs amis, en ont donné une transcription musicale absolument extraordinaire. Alan a notamment avec la harpe celtique. On va en parler justement tout à l'heure. Et donc, moi, ces chants-là, oui, Trimartolot Yawang, je pourrais vous le chanter, oui. Ça fait partie des souvenirs d'enfance ?
Moi, j'ai pas beaucoup entendu ça, mais ces chants-là. Parce que j'étais en Bretagne Sud et dans une ville francophone. Et à l'époque, les gens avaient peur de passer pour des arriérés. Et c'est ainsi que mes parents nous ont interdit de parler breton. Donc c'était pas toujours la peur de nous couper. Comment vous dire, qu'on soit méprisé à l'école et stigmatisé comme il l'avait été pour les études. C'est-à-dire qu'il y avait des Bretons du Nord et du Breton du Sud? Les Bretons du Nord et de Finistère étaient beaucoup plus bretonnants. Et dans cette ville francophone et qui était Lorient et qui était très, comment vous dire, il y avait une émulation pour les diplômes entre ceux qui venaient de l'école et étaient inscrits à l'école des Blancs, comme Jean-Yves Le Drian, hein, c'est-à-dire qui avait été repéré comme pauvre, mais qui était allé au lycée catholique, protégé par ceux qu'on appelait les curés. Et nous, on était des rouges, c'est-à-dire c'était l'école laïque. Telle que vous me voyez, j'ai défilé un peu comme en Union soviétique, dans cette ville qui était à la fois socialiste et communiste, pour la fête de l'école laïque. Et je connais aussi très bien le chant de l'école laïque. Hein. Et c'était très, vous savez, ces années un peu soviético-envahissantes, dirais-je. Et mon père, lui, il disait qu'il fallait les deux. Voilà. Donc j'ai mangé à tous les râteliers. Mais pour vous dire, en fait, on allait voir les défilés qu'on appelait à l'époque folkloriques, c'était les défilés en costume. Et moi, on était tous très émus quand on voyait ces défilés qui sont les ancêtres du festival interceltique de Lorient. Et moi, quand je vais au festival et que je vois défiler tous ces costumes formidables, bah, écoutez, je l'avoue franchement, je pleure parce que c'est mon enfance, parce que c'est la fierté bretonne, parce que autour de moi, il y avait que des femmes au costume qui, les unes après les autres, comme on disait là-bas, lâchaient la coiffe, mais pas toutes. Moi, j'ai eu beaucoup de parenté résistante à propos de la coiffe, et c'est notre culture malgré tout. Voilà, donc ça, c'était vos débuts dans la littérature, mais il y a d'autres débuts qu'on va évoquer à travers la date du 11 mars 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Irène Frein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Irène Frein, mon invité. Nous parlerons tout à l'heure de L'Or de la nuit, ce nouveau roman, le roman des 1001 nuits chez Julliard. On en revient à votre parcours. On a évoqué vos débuts dans la littérature, mais il y a eu d'autres débuts le 11 mars 1987. Écoutez ce générique. Le générique de Télématin, car en 87, vous avez fait une chronique hebdomadaire dans Télématin, ce qu'on ignore, Irène Frein. Oui, nous avions été plusieurs personnalités du monde littéraire à tenir une chronique littéraire. Et j'avoue que je me suis aperçue qu'il fallait sacrément préparer, même pour faire 3 minutes. Peut-être surtout pour faire 3 minutes, c'était très très dur. Et je devais choisir des sujets atypiques, si vous voulez. Je me souviens que j'en avais fait une sur les boucles d'oreilles. Est-ce qu'on recommençait à porter des boucles d'oreilles? Et j'avais expliqué en quoi c'était formidable parce que des boucles d'oreilles vous maquillent, vous donnent du peps et que ça réenchante la journée. Vous voyez, des choses comme ça. La première chronique, c'était sur les fées. Vous aviez vu Le songe d'une nuit d'été à la Comédie Française. Oui. Oui, par Georges Lavelli. C'était un enchantement. Lavelli était un immense dramaturge. Et en fait, je faisais ces chroniques radio pour mettre... Ces chroniques télé. Ces chroniques télé, pardonnez-moi. Mais j'apprenais mon texte par cœur. Je me souviens. Donc c'est pour ça que je dis peut-être... je sais pas pourquoi, c'était le verbe qui comptait plus que l'image pour moi. Et pour enchanter la vie, pour que les gens commencent la matinée avec un grain de fantaisie, de découverte et envie et de gaieté. Je crois beaucoup à la gaieté. La gaieté, c'est une chose sérieuse et le sérieux, je le fais avec gaieté. Alors, vous étiez face à Roger Zabel, journaliste sportif, très bien. Qui à l'époque remplaçait William Lémergie. Absolument. Et qui présentait le Télématin, et qui le présentait d'ailleurs avec beaucoup de sympathie pour vous. Comment vous étiez arrivé dans cette aventure? Parce qu'en plus, il fallait se lever tôt le matin, et c'est pas votre métier. Ah oui, c'était vraiment assez dur. Écoutez, je suis arrivée
dans cette aventure, tout simplement parce que je pense que Roger Zabel s'était dit que c'était bien d'inviter des écrivains. Il y avait Françoise Xenakis, qui elle a fait une plus longue carrière que moi parce qu'elle s'est spécialisée dans les livres, à Télématin. Il y avait Catherine Hermary-Vieille, Oui. et il y avait moi-même. Et c'était aussi le moment de l'émergence des femmes écrivains. Et donc, on était considérés un petit peu comme des petites vedettes dans le milieu littéraire, mais peut-être pas très sérieuse, mais en tout cas, Roger Zabel, il m'avait prise au sérieux et il avait vite vu que, bon, je pigeais vite, quoi. Mais bon, je me souviens que j'étais lessivée en sortant. Ah oui, parce qu'il fallait se lever à 5 h du matin. Oui, puis c'est une extrême concentration de faire de la télévision. Et j'ai vu à ce moment-là Sophie Davant commencer à la BTO. Exactement. Voilà, on a toujours, quand on se rencontre, un moment de sympathie, on rit un peu de tout ça, oui. Oui, parce qu'en plus, c'était les débuts de Télématin. Oui. Et la première émission de télévision du matin, c'est Jean-Claude Bourret qui l'a fait Bonjour la France. Tout à fait. Jean-Claude Bourret qui aujourd'hui coule des jours heureux, où ça, en Bretagne. Ben, j'en suis très heureuse pour lui. C'est mieux qu'un paradis tropical, la Bretagne. Parce que le temps change plusieurs fois par jour et on est très variés. Et puis, il y a une qualité de vie en Bretagne exceptionnelle. Et puis, vous apparaissez régulièrement à la télévision, et pas seulement dans des émissions comme Apostrophe pour présenter vos livres. Notamment, il y a celle-ci. Jacques Martin, si j'ai bonne mémoire, à laquelle vous avez participé aussi. Et ça, c'est une autre aventure. Alors ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que j'étais évidemment au courant de ce qui allait se passer, mais le principal intéressé à qui était consacré de l'émission de Jacques Martin, pas du tout. Et ce principal intéressé est appelé sur l'estrade du Théâtre de l'Empire. Du Théâtre de l'Empire. Moi, j'étais derrière un rideau. Et Jacques Martin, avec la faconde et l'art qu'on lui connaît, parce que c'est un passage tellement vivant qu'on peut encore parler au présent, dit Fignon, vous êtes né à Tournant, vous êtes dans le vélo, et vous avez eu comme prof Irène Frein. Et elle vous a puni avec des heures de colle. Et là, je rentre et je vois Fignon absolument, mais trempé de sueur et rouge, comme si c'était... Nous, en Bretagne, à Lorient, on dit rouge comme un homard, parce qu'il se retrouvait devant sa prof. Or, Jacques Martin, malicieux comme vous le connaissez, disait « Oui, elle vous a puni pour des heures de colle, pour de vrai. » Et c'était vrai. Et là, je ne pensais pas qu'il allait parler quand même des heures de colle que je lui avais flanquées, parce qu'il était facétieux. Il avait eu alors, il me demande qu'est-ce qu'il avait fait. Alors, je ne lui ai pas tout dit, mais enfin, il m'avait fait une facétie qui était assez gonflée. Un vendredi soir, avant les vacances de Toussaint, entre 4 et 5, le moment où, vous voyez, vous ne pouvez plus tenir les élèves, quoi. Hein. On était en seconde. Je vois entre les rangées de tables un long et étroit filet, disons, de couleur pipi, oui. Et qui s'avance, un petit fleuve. Alors, il faut toujours garder son sang-froid quand on est prof. Je m'avance vers le dit filet de pipi, supposé pipi, et là, il est pris dans la main dans le sac. Il me dit « Non, madame, c'est pas des pipis, j'ai ouvert le radiateur. Ouais. » En fait, c'était vrai. Alors, je lui dis bah, « Même si c'est que le radiateur, écoutez, vous allez être puni. » Et donc, il a eu 2 heures de colle. Ce qu'il était retenu un samedi après-midi pour faire une petite rédaction. C'était bien méchant. Et il était aussi, il a eu plusieurs fois d'école, mais si je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans, vous allez comprendre le motif. Il mâchait du chewing-gum et c'était interdit. Alors, ne parlons pas de ce qui se passe dans les classes actuellement. Je me demande par moments si j'aurais tenu dans les classes actuelles. Je pense pas. Je pense pas. Alors, il se trouve aussi que vous avez participé à une autre émission de Jacques Martin de Si j'ai bonne mémoire. Vous êtes venu plusieurs fois, notamment pour évoquer cet ami.
vrai qu'Alan Stivell, moi j'ai un souvenir d'Alan Stivell à ses débuts, à Bobino. Il avait encore une longue barbe et des longs cheveux. Et à la fin du spectacle, il était descendu dans la salle et toute la salle s'était levée et on avait fait une ronde qui avait duré 3/4 d'heure. C'est un homme prodigieux. Il m'a écrit très récemment, on est en contact fréquent, je lui ai envoyé mon livre. Alan, c'est d'abord la fidélité à l'amitié, c'est la créativité. Il a 80 ans, il est encore extraordinairement créatif, il tourne encore. Là, il prépare une prochaine tournée. Et c'est un homme de cœur, profondément, comme sa femme, Marie-Jo d'ailleurs. Ils sont deux êtres extraordinairement sensibles à ce qu'ils aiment et surtout à la beauté. Et Alan est aussi un homme universel, c'est-à-dire que sa musique, elle a atteint des gens et elle atteint toujours des gens dans le monde entier. C'est-à-dire que nous Bretons, nous lui sommes très reconnaissants d'avoir de ces airs traditionnels dont vous avez parlé tout à l'heure, et aussi à travers des musiques qu'il a, qui sont vraiment tout à fait originales, fait connaître la grandeur de la culture bretonne, mais par le partage, et pas du tout par dire on est supérieur. En fait, vous savez, ces airs-là, c'était quelquefois aussi des airs de marins, comme Trimartolote, qu'on vient d'entendre. Je crois que c'est ça qu'on a entendu. Oui. C'était précisément des gars comme ceux dont j'ai parlé dans Quand les Bretons peuplaient les mers. Il y a tout... les choses les plus communes dans l'humanité, l'espoir, la peur, le désespoir, le rêve d'un monde meilleur, l'espoir d'un autre monde, ça c'est très chevillé dans la mémoire collective bretonne, mais c'est aussi chez tout le monde. Et il avait fait à un moment quelque chose de merveilleux, il avait travaillé avec Khaled, qui était à Berbère, il s'était trouvé une unité musicale et culturelle avec la musique, certaines musiques du Maghreb. Et ils ont fait des choses magnifiques. Moi, je crois au partage. Je crois que c'est avec le partage de culture qu'on peut fonder des paix réelles et qui sont les paix entre les citoyens et que nous refusent malheureusement parfois certains tyrans. Et on va continuer à partager nouveaux souvenirs à travers une autre date, le 28 décembre 1992. A tout de suite sur Sud Radio avec Irène Frein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Irène Frein, mon invité pour ce livre L'or de la nuit chez Julliard, qu'on évoquera tout à l'heure. On a évoqué votre Bretagne natale, on a évoqué vos premiers livres, vos premières télés. Et le 28 décembre 1992, il y a un événement à la télévision. Reconnaissez cette voix. C'est mon souci, moi, dans la biographie. À chaque fois que j'ai écrit quelque Véronique chose... Jeunesse, qui est la tête d'affiche des 3 épisodes de Secret de famille, un de vos romans qui a été adapté et réalisé à la télévision par Hervé Ball. Et ça a été un événement. Oui, ça a été un événement. C'était un moment où Véronique Jeunesse n'occupait pas, n'avait pas encore tourné les feuilletons qui l'ont rendu très célèbre. Julie Lescaut. Absolument. Elle avait tourné Nana et l'adaptation avait bien marché. Oui, elle est très très bonne dans Nana. Et elle avait été choisie pour incarner Marthe dans Secret de famille. Et donc, je me souviens que je suis allée la voir tourner dans un endroit qui est très cher à mon cœur, puisque mon mari est originaire à Villiers-sur-Loire, au château de Rochambeau, en Loire-et-Cher. Et elle était tellement le personnage, quoi. C'était très étonnant, cette femme énergique, battante. Elle avait très bien montré la façon dont le personnage de Marthe de Secret de famille résistait à l'humiliation. Et elle avait joué le texte du scénario avec beaucoup de finesse. Elle avait vraiment bien incarné. Alors, il se trouve que Secret de famille, Irène Frein, c'était l'histoire d'une jeune femme, Véronique Jeunesse, entre 1900 et 1941. C'était une véritable saga. Oui. Comme on n'en fait plus aujourd'hui. Non. Non, je sais pas. Il n'y a plus de films en costume à la télévision, ça coûte trop cher. Je pense, oui. Mais c'était très... C'était une saga que j'avais entièrement inventée, de bout en bout. Ça s'appelait Secret de famille, en effet, et je ne me suis pas aperçue
que, en écrivant, j'avais écrit des secrets de famille de gens que je connaissais, y compris de gens, comment dire ça, et qui étaient dans ma maison d'édition. Je ne sais pas, j'avais intuité des choses. Vous savez, les écrivains peuvent être médiums, et c'est à la suite de ça que ma mère, terrifiée, m'avait dit, avec beaucoup de violence, je t'interdis d'écrire sur notre famille. C'est fou, hein? Oui, parce qu'il y avait des secrets. En même temps, une saga de ce genre, ce sont des semaines et des mois de travail. Ah oui, c'est énorme, c'était 3 ans. Et j'ai beaucoup vécu à ce moment-là, sur mon vélo. J'ai quitté Paris, je suis allée vivre dans cette maison dont mon mari avait hérité. Et les odeurs du pays, les changements des saisons, les gens, je sillonnais le pays à vélo. Et sans doute, c'était pour ça que aussi on m'a souvent associé au vélo. Mais moi, j'ai fait du vélo avant que les gens se mettent à faire du vélo. J'en ai toujours fait, figurez-vous. Et le vélo est une excellente façon de se laisser l'imaginaire battre la campagne, dans tous les sens du terme. Donc, il est nourri de tout ça aussi. Elle est nourrie de tout ça. Et les vieilles choses, vous voyez. Dans la maison où j'étais, il y avait beaucoup de vieux papiers, des vieilles choses de ma belle famille, ou des trucs, on ne savait pas d'eux qui venaient. Donc j'avais pris, par exemple, comme support pour des personnages que j'inventais, des photos trouvées. Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, cette mini-série, c'est presque une forme de consécration. Vous n'imaginiez pas, en écrivant ce roman, que ça deviendrait une mini-série. Pas du tout. Et d'ailleurs, je me souviens d'une scène qui m'avait beaucoup coûté. J'avais refait 10 fois, j'ai perdu beaucoup de temps. Enfin, on perd du temps en gagnant quand on écrit, parce que si c'est mauvais, faut vraiment refaire. Hein. C'est comme au théâtre et au cinéma. Et quand j'ai vu à l'écran cet objet qui m'avait finalement aidé à écrire la scène, parce que dans la scène, je décrivais la pendule qui battait. Quand je l'ai vu sur l'image, j'ai eu l'impression d'un coup de magie. Je me disais, mais j'ai imaginé ça et maintenant ça existe pour des tas de gens. Ça, c'était sidérant. C'est presque une consécration parce que finalement, votre carrière de romancière, elle a commencé par hasard avec le Nabab, dont le succès a dépassé toutes vos espérances, Irène Frein. Oui, mais vous savez, le Nabab, j'avais jamais écrit de roman. Donc je me suis avancée là-dedans en me disant que j'étais quand même un peu cinglée. Et je connaissais très bien le roman, la littérature, mais théoriquement. Mais pour passer aux actes, c'est une autre paire de manches. Et notamment, je ne savais pas faire de dialogue. J'ai appris à faire des dialogues comme ça, sur le tas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. Et évidemment, dans le milieu littéraire, ça faisait beaucoup de jaloux. Et ce succès a fait beaucoup de jaloux. Mais moi, quand j'ai écrit le Nabab, je l'ai fait comme j'aurais essayé à faire du ski toute seule. Vous voyez ? Donc, ça m'a beaucoup surprise. Et dans le fond, je crois que on me disait évidemment que j'avais des recettes. Alors que la meilleure recette, c'est la sincérité dans la démarche et l'humilité. C'est-à-dire que moi, si ça avait fait 15 000 exemplaires, à l'époque, c'était rien, 15 000 exemplaires. Maintenant, 15 000 exemplaires, c'est un énorme best-seller. Ben, j'étais folle de joie, mais folle de joie. Mais alors, je savais une chose aussi, finalement, parce que quand même, j'avais eu la vie dure, enfant et jeune fille. J'ai eu un enfant très tôt, etc. J'ai vraiment tiré le diable par la queue avec mon mari quand on était très jeunes. Je savais qu'un écrivain, ça se faisait pas en un livre, ni en 2, ni en 3. Je savais que c'est comme le bon vin. Et il faut des vins de longue garde. Alors la femme que vous avez devant vous, eh bien, c'est une femme de longue garde, parce que j'étais déjà là aux dates que vous évoquez. Je suis toujours là, je suis toujours bien vivante, ça va, grâce à Dieu, pour l'instant. Et comment vous dire, un jour, quelqu'un m'a dit, vous êtes comme les gens qui font de la politique, parce que en politique, l'important, c'est de durer. Eh bien, je crois que c'est vrai. Et surtout, vous avez toujours changé de genre, Irène Frein, car vous avez alterné les romans avec des sujets toujours originaux et les biographies. Oui, mais j'ai pas fait par un calcul. J'ai pas fait carrière, en fait. Je n'ai écrit que les livres que j'avais envie de faire à un moment
à un instant T. Et donc mes livres sont toujours le fruit du désir, même si certains m'ont été présentés. C'est comme dans les mariages arrangés. On vous propose un monsieur ou une dame, il vous plaît pas, vous le rejetez. On m'a proposé beaucoup de sujets que j'ai rejetés. Et puis, à plusieurs reprises, le fiancé roman qu'on me présentait, il me plaisait. Et je savais que je pouvais passer 2 ans de ma vie avec ce sujet, parce que j'allais pas m'ennuyer. Je suis quelqu'un qui a horreur de m'ennuyer. Alors, quelquefois, j'ai pris, comme tout le monde, j'ai eu des bides. Mais qu'est-ce que je me suis pas ennuyée, quoi. Et puis, j'adore sortir de la zone de confort. Ça, vous voyez, on m'a demandé la suite du Nabab. Si j'avais écouté, je serais à écrire le fils de la belle-mère, du cousin, de la belle-sœur, du neveu du Nabab. Pareil pour Secret de famille, on m'a demandé la suite, j'ai dit non. Et je suis allée vers d'autres aventures parce qu'autrement on disait parce qu'elle me bottait. Voilà. Oui, elle m'excitait. Et il y a un point commun à tous ces livres depuis le Nabab, et là aussi vous êtes une avant-gardiste, Irène Frein, c'est le féminisme. Alors, féministe, pas au sens théorique, j'ai lu Beauvoir, il y a beaucoup de choses assez justes dans Beauvoir, c'est une femme très intéressante, beaucoup plus intéressante que l'image qu'on en donne d'ailleurs. J'ai écrit un texte sur elle dans le magazine Légende de Photorino récemment sur la vieillesse. J'ai vu que par rapport à ça, elle était très très les pieds sur terre, elle dit les choses, cache, j'aime bien chez elle, mais comment vous dire, comme disait Eliane Victor, qui a été un auteur de documentaire tout à fait d'avant-garde, elle aussi, elle disait les femmes aussi. Mais les femmes aussi, ça, c'est pas dirigé contre les hommes. On est là pour vivre ensemble et nous devons, quand les hommes exagèrent dans les prérogatives qu'ils ont quand même de naissance, qu'on peut appeler le système patriarcal, bon, on leur fait remarquer, c'est tout. Et puis aussi, je crois qu'on progresse à travers les lois d'égalité homme-femme. Un jour, on m'a voulu me priver d'un prix littéraire parce que j'étais une femme, c'était à l'Académie de Marine. Eh bien, moi, c'est tout simple la lettre que j'ai faite. J'ai dit, écoutez, il y a une loi sur la discrimination sexuelle, elle est ancienne en France, hein. Elle date pas de MeToo. Je l'ai fait valoir. Eh ben, je peux vous dire que j'ai eu mon prix. Voilà. Mais il faut des lois pour cadrer ça. Moi, je pense que le recours à la loi est important parce que dans le recours à la loi, il y a des règles. Il y a par exemple la présomption d'innocence. Elle vaut pour chacun des 2 genres ou sexes, comme on voudra. Il y a l'investigation, il faut la preuve. Et si on sort du cadre de la loi et du respect des lois dans une démocratie, on va faire des bêtises. On va faire des grosses bêtises. Vous avez eu un prix qui vous a beaucoup touché pour différentes raisons, c'est l'Interallié. Oui. Parce que c'est un livre qui vous tenait à cœur. Oui, alors là aussi, c'était un livre que je n'avais pas prévu, évidemment, pour un prix littéraire. Au bout de 14 mois, sans qu'on sache la vérité sur l'assassinat de ma sœur, et sans même qu'un juge d'instruction ait été nommé, j'ai envoyé valdinguer mon premier avocat, et j'ai appelé mon éditeur le même jour, parce que j'en avais assez, et je voulais écrire un livre pour débloquer la situation, ce qui est arrivé. Donc le prix Interallié, pour moi, c'était cadeau. Vous savez, j'avais déjà un certain âge, mais quand je l'ai su, c'était un soir, j'étais au lit, j'ai su ça au téléphone. Vous savez, j'ai fait du trampoline sur mon lit pour fêter ça en disant « Denise aimait les livres, si elle est là-haut, elle est heureuse ». Et moi, je me suis mise à sauter comme la gamine que j'étais quand j'étais petite et qu'elle était ma marraine. Elle avait 11 ans de plus que moi. Et c'est juste récemment que j'ai appris que dans la maison d'édition où ce livre était publié, il y avait quelqu'un qui s'était battu pour ce livre, en disant il faut qu'il soit dans les listes de prix. Mais moi, je ne le savais pas. Ce quelqu'un, c'est Adrien Bosque, c'est d'ailleurs mon actuel éditeur. Et quand c'était quelqu'un qui avait été pris au trip par ce livre.
aussi, et qui se disait, le public le sera. Mais comment vous dire, moi, j'étais pas au courant de tout ça. Et je crois que ce qui m'a beaucoup protégée dans la vie, malgré les drames qu'on rencontre tous, les épreuves, et c'est ce côté gamine, désir de faire, désir de partager des histoires, qu'elles soient sur l'humanité, et l'humanité, elle est faite à la fois de bonheur et de tragédie et même d'horreur. Mais il y a manière de les aborder. Et dans ce livre, il n'y a pas de trash. On n'est pas obligé de faire du sang sur les murs, etc. Ça a été beaucoup plus efficace, finalement, de le faire selon mon cœur, c'est-à-dire de le faire en sobriété, en humour, parce qu'il y a toujours des moments cocasses dans les tragédies, et en même temps, en y allant sur la justice et la police, parce que en l'occurrence, elles n'avaient pas fait leur boulot. Et ça, en France, les gens le savent. Il y a un certain nombre de cas où tout est mal foutu, tu t'es pas, et on va rester avec comment on veut dire, du malheur sur soi jusqu'à sa mort. Alors ça, c'est effectivement le passé, mais le présent, vous l'avez évoqué justement avec cet éditeur. C'est un livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 7 mai 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Irène Frein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Irène Frein. On a évoqué votre passé de romancière et vous l'évoquez avec une passion et une franchise extraordinaire. Et donc le 7 mai 2025 est sorti votre nouveau roman, L'or de la nuit. Et c'est un retour au roman épique, c'est-à-dire le grand roman des Mille et une nuits chez Julliard, une fresque qui se rapporte au créateur, au traducteur des Mille et une nuits. Comment est venue cette idée d'abord ? D'abord, après l'assassinat de ma sœur, que j'ai relaté dans Un crime sans importance, je me suis demandé si je pourrais encore écrire. Et j'ai écrit un premier livre qui m'a réconcilié avec l'écriture, L'allégresse de la femme solitaire. Et puis là, je ne savais pas quoi écrire, je bagadodais, mais bon. Et un soir, j'étais bien fatiguée. Et d'habitude, je fais du vélo. Mais là, je ne pouvais pas en faire parce qu'il pleuvait des cordes. Alors, j'ai allumé une chaîne culturelle et je suis tombée sur la fin d'une émission sur les Mille et une nuits. J'en ai vu que 7 minutes. Mais assez pour me dire, mais je ne savais pas ça, évidemment. En tant que prof de littérature, j'avais entendu parler de l'orientalisme, de la découverte des Mille et une nuits. Et je me dis, c'est pas grave, je le verrai en replay. Le lendemain matin, ou le soir, je mets le replay, pas de replay. Je vais sur Internet, pas de traces, etc. Et alors, vous savez, j'en avais assez entendu pour tapoter sur Internet. Et je suis tombée dans un gouffre autour de cette histoire de la découverte inouïe des Mille et une nuits en France par un type qui était beaucoup plus qu'un traducteur, un réinventeur, un véritable écrivain, Antoine Galland. Et je suis tombée un peu comme Alice, vous savez, dans Alice au pays merveilleux, c'est un terrier merveilleux. Et là, moi, dans ces cas-là, c'est toujours pareil, c'est la gamine, je veux savoir, je veux comprendre, je creuse. Et à un moment, je me dis, je pourrais en faire une fiction. Une fiction à partir d'un personnage vrai qui est Antoine Galland, qu'on a totalement oublié. Et qui était un personnage à la fois discret et hors norme. Oui, alors moi ce qui m'a frappé, c'est que tous ceux qui ont connu Antoine Galland, soit de son vivant, on va dire au début du XVIIIe siècle, soit maintenant des érudits austères, il adore, mais d'affection. Il l'aime, vous voyez. Ils ont envie qu'on en parle. Après le livre, j'ai appris qu'il y avait une conférence sur lui à l'Institut de Mont-Arabe. J'y suis allée avec mon mari, mais en petit sourire, en me disant j'ai peut-être tout loupé dans ce bouquin, quoi. Et j'entends cette phrase d'un des deux conférenciers, Antoine Galland, la période où il est en crise créative pour les Mille et une nuits, il a plus de compte. Il faudrait faire un livre là-dessus. Alors, j'ai pas levé le doigt pour dire, je l'ai fait. Je suis allée voir les conférenciers après, ils m'ont dit quel bonheur. Mais, comment vous dire, le personnage, il émane de lui des choses tellement romanesques et tellement
fabuleuse parce qu'il aime les gens, il est intéressé par les autres, il ne la ramène pas. C'est un personnage à qui tout le monde peut s'attacher. Alors, vous écrivez un roman, Irène Frein, donc Les Mille et une nuits, tout le monde connaît, effectivement. Oui, bien sûr. Mais Antoine Galland, personne connaît. Il a eu une vie, mais misérable au départ. Assorti de rien, comme mon père, la même vie, sauf que c'est en 1650 et que en 1650, il y a des famines atroces. Et donc, il a connu ça. Et un jour, sa mère mendiait sur le perron de la cathédrale de Noyon. Donc, elle pousse son petit dernier, comme le petit poussait. C'était le petit dernier de 7. Et l'ecclésiastique qui lui donne de l'argent fait parler le gamin, s'aperçoit qu'il a une intelligence exceptionnel, on dirait un fort potentiel. Un QI énorme. Voilà, avec un QI énorme. Et il le prend sous son aile, il lui apprend le latin, puis le grec, il apprend ça en un mois. Puis on l'envoie à Paris, près de la Sorbonne. On se dit, tant qu'à faire, apprenons-lui l'arabe. On commençait à avoir un prof d'arabe, parce qu'on avait besoin de personnes qui parlent bien l'arabe pour aller faire du commerce en Turquie. Il se retrouve, on va résumer, il fait 3 voyages en Turquie, et lors de l'un d'entre eux, où il se fait beaucoup remarquer parce qu'il trouve des antiquités, des manuscrits, des pièces anciennes dont raffolaient tous les puissants autour de Louis XIV, vous savez, les plutocrates, on va dire. Et que personne ne connaissait. Non. Et puis lui, il a l'art de trouver des manuscrits très rares qui plaisent beaucoup à Colbert, même à Louis XIV. Et il lui arrive une catastrophe. C'est qu'il est pris sous un tremblement de terre, il reste bloqué 24 heures, il n'a jamais su ce qui s'était passé, mais il a tout perdu, il est obligé d'entrer en France. Mais entre-temps, il avait rencontré à l'ambassade une jeune fille qui lui plaisait bien, beaucoup plus jeune, mais genre, il s'en était pris genre vers de terre amoureux d'une étoile, parce qu'elle était de naissance noble, et cette femme est très liée au clan de la Maintenon, par son père. Guirag, qui a écrit rien moins que les lettres de la religieuse portugaise. Et donc, quand il va revenir en France, et que par hasard, chez un brocanteur arménien, il va trouver un manuscrit qui va l'éblouir, dont il va découvrir que ce sont les aventures qu'il n'a jamais lues, soit d'un marin qui s'appelle Sinbad, et qui se dit, je vais l'éditer, il a besoin d'une autorisation d'éditer. Alors il va à Versailles, il retrouve cette femme, qui s'appelle Madame d'O, et ça ne s'invente pas, D''O. Bon, je vous dis pas que c'est histoire d'eau, mon livre. Hein. Enfin, elle est quand même très appétissante. Et cette femme va permettre, parce qu'elle est très proche du roi, que la censure accepte de publier ce livre. Et puis, lui, il a une autre idée de génie à ce moment-là. Il vient de trouver 4 autres manuscrits, dont l'héroïne est une femme totalement inconnue en Occident, personnage inconnu, Scheherazade. Il en parle à Madame d'O et il lui dit, écoutez, moi, je vais tout publier en même temps. Sinbad et toutes les nuits de Scheherazade. C'est un livre qui s'appelle, à l'époque, dans le manuscrit, Les 1000 nuits et une. Et là, il propose à Madame d'O de le faire par petits fascicules, par petits paquets. Et c'est génial parce que les gens vont être accrochés aux 1000 et une nuits dès le premier fascicule et vont demander la suite. Et il va inventer, en fait, la série Netflix. Voilà. Et le roman feuilleton du 19e siècle. Exactement. Avec Dumas, avec Ponson du Terrail. Exactement. Qui avait d'ailleurs une spécialité, il écrivait pour les feuilletons. On était payé à la ligne, donc fallait broder. Et en même temps, les personnages disparaissaient. Et dès qu'un personnage disparaissait, il faisait tomber une sorte de petit soldat de plomb de sa cheminée. Mais un jour, il y a la femme de ménage qui passe et qui a fait tomber tous les soldats de plomb. Alors, donc, il était perdu. Dans le feuilleton. Mais Victor Hugo a publié Les Misérables en feuilleton et Balzac aussi pour les mêmes raisons, en tirant un peu à la ligne d'ailleurs parce que il gagnait plus d'argent, a fait des romans feuilletons, oui. Alors il se trouve donc que c'était au Pont Saint-Michel, ça veut dire que les contes des Mille et une nuits que tout le monde connaît sont nés à Paris, car il les a traduits. Il les a trouvés là, il les a traduits à Caen où il travaillait pour un intendant absolument monstrueux, plutocrate, tyrannique, mais une partie d'entre eux ont été découverts. Alors, si vous voulez, il les a découverts chez l'Arménien au Pont Saint-Michel, mais il les a traduits, les derniers,
à la montagne Justin de Geneviève, et j'ai trouvé la maison où ça s'est passé. Une très misérable soupente d'un 5e étage d'un immeuble maintenant qui est menacé de ruine. Mais comment ces contes étaient-ils arrivés justement chez un brocanteur arménien à Paris? On n'a jamais su. Alors, il y avait des collectionneurs à Paris de manuscrits. Celui-là valait pas très cher, donc Galland a pu l'acheter, comme ceux qui parlaient de Scheherazade. Et ça venait avec la soie, les épices, le thé et le café, dont on commençait à devenir très friand à Paris. C'était la mode du café. Et donc, dans cette espèce de foutraque bazar, il y avait, l'Arménien disait, vous pourriez être intéressé par un manuscrit. Vous voyez, il essayait de filer des manuscrits dont il pensait qu'ils n'avaient pas de valeur. Donc vous avez imaginé une fiction à partir d'un sujet qui est devenu universel. Oui, tout à fait. En racontant la vie d'Antoine Galland, tout ce qui s'est passé, qui est elle-même un conte, une fiction. Une fiction, et en me centrant sur les mois terribles où Versailles lui réclame la suite. Il y a une petite émeute en bas de chez lui. On jette des cailloux sur ses fenêtres. La suite. Il comprend que c'est Versailles, la cour, et vraisemblablement Madame d'O qui le réclame parce que dans l'entourage du roi, il faut distraire l'élite et les bourgeois parce que les caisses sont vides. Toujours les mêmes choses. Il n'y a plus rien et il y a la guerre. Donc, il faut qu'il retrouve le tapis volant merveilleux des Mille et Nuits. Et lui, il a plus de manuscrits. Et je décris, en même temps que son passé que vous venez d'évoquer, ces quelques mois de crise créative qui se passent en plus au cœur de la pire catastrophe climatique que la France ait vécue, 1709, moins 30, moins 20, tout le monde calfeutré chez soi, des milliers et des milliers de morts. Mais Galland, lui, à 62 ans et asthmatique, il sort tellement il a envie de trouver le manuscrit perdu. Et on va pas dire comment il le découvre, pas du tout sous la forme qu'il pensait, mais finalement, il va le découvrir grâce à quelqu'un. Alors, il se trouve qu'effectivement, il a inventé la traduction-réinvention qui a bouleversé l'art du récit. Totalement, parce qu'à l'époque, il y avait des romans de chevalerie, il y avait des contes, genre contes de Perrault, mais le principe des Mille et Nuits, qui est le suspense, il l'introduit dans le roman européen et par là même dans le roman universel. C'est-à-dire que à partir de là, les récits deviennent, les romans à suspense existent. Et quand vous lisez un peu l'art, il faut penser aux Mille et Nuits de Galland, parce que ce qui vous tient en haleine, c'est vous ne respirez plus tellement vous voulez connaître la suite. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Walt Disney, qui avait déjà été le premier à penser à ces sujets-là, il prépare une adaptation au cinéma des Mille et Une Nuits actuellement. Je vous dis, comme on dit à la télé, c'est dans l'air. Beaucoup. Mais ça a été aussi des mois de vie avec un sujet universel pour vous. Ah oui, c'était beaucoup de recherches, mais à un moment, on dit stop et on dit, et je suis comme Galland finalement, celle qui sait s'efface devant celle qui rêve et qui reconstruit. Et il faut éliminer énormément de choses. J'en savais trop. Et j'ai écrit comme un scénario de film. Et en même temps, vous avez offert du rêve à un moment où on en a besoin. Oui, mais c'est peut-être moi qui ai besoin de rêve. Au départ, j'avais besoin de conjurer définitivement la tragédie que j'avais écrite dans Un crime sans importance. Et maintenant, pour moi, c'est derrière. Même si je me bats toujours pour que le cas de ma sœur soit accepté comme cold case. L'or de la nuit, donc c'est un grand roman des Mille et Une Nuits chez Julliard, et je pense que ce sera un best-seller de l'été parce qu'on a plus que jamais nous aussi besoin de rêve. Je crois que collectivement, là, il faut qu'on prenne un tapis volant. Exactement. Eh bien, écoutez, prenons le tapis volant et puis allons vers d'autres aventures et retrouverons-nous très vite pour votre prochain livre dans Les Clés d'une vie. C'est mon vœu le plus cher, Jacques. Merci infiniment. Merci, Les Clés d'une vie. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.